Deixa eu só colocar aqui. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Christian Shiraishi, diretor da Sinapses, e gostaria de desejar as boas-vindas a vocês para a palestra com o professor Philippe Villeneuve sobre neuroestimulação manual epidérmica no tratamento das dores. O professor Philippe Villeneuve é diretor da escola francesa Connaissance Evolution. Ele é podólogo e osteopata e irá apresentar para vocês essa nova metodologia que está chegando aí para o tratamento das dores e também da gestão das emoções. Uma boa palestra a todos. Tu as compris, il t'a Oui, présenté, il a je dit les comprends, choses que d'accord. tu fais, etc. Ok, bon, bah, écoutez, bonjour à tous, très content de à nouveau me remettre en communication avec les collègues brésiliens. Bom dia a todos, é um prazer novamente me comunicar com os colegas brasileiros. Alors, en fait, c'est deux communications qui vont se suivre sur l'épiderme. São duas palestrinhas que vão seguir uma à outra sobre epiderme. Donc, la première, on basera plus sur les bases neurophysiologiques pour bien comprendre des choses très étonnantes, à savoir que moins on en fait, plus on a de résultats. A primeira vai se dar sobre as bases neurofisiológicas e é surpreendente ver que quanto menos, que muitas vezes o menos é mais. Quanto menos atuamos, mais resultados temos. Donc, à l'heure actuelle, je suis doctorant en neurosciences. Atualmente eu sou doutorando em neurociências. Et donc, je vais essayer de vous faire profiter de ce que j'ai compris au niveau fondamental, mais dans l'objectif de l'appliquer au niveau de la clinique. Eu vou tentar mostrar para vocês o que eu entendi a nível fundamental, mas, sobretudo, a aplicação clínica. Alors, si on commence par le bas de la diapo, Aristote, hein, donc il y a quelques siècles, nous disait dans les autres sens, l'homme est inférieur à de nombreux animaux. Mais au sens du toucher, il les surpasse tous de loin en acuité. C'est pourquoi il est aussi le plus intelligent des animaux. Aristóteles de l'Ânima dizia: para outros sentidos, o homem está completamente inferior a diversos animais, mas para o sentido do tato, ele supere todos em acuidade. É por isso que ele é o mais inteligente dos animais. Donc, excusez-moi, il fait encore un peu froid en France, je suis un peu malade. É um pouco frio na França. Ah, t'as eu la grippe, toi aussi? Moi, j'ai eu une sacrée grippe carabinée. Voilà. Alors, donc, on va d'abord envisager la différence pour qu'elle soit bien claire entre douleur et nociception. Vamos observar um pouco a diferença entre dor e nocicepção para ser bem claro. Et après, on va rentrer dans la douleur chronique, parce que ce que je vous propose est surtout dans l'objectif de traiter les pathologies chroniques. E depois vamos falar de dores crônicas, porque o que eu proponho, sobretudo, é feito no intuito de tratar patologias crônicas. Les pathologies chroniques s'inscrivent dans le champ de l'hypersensibilisation centrale. As patologias crônicas se inserem no campo da hipersensibilização central. Et comme exemple, je prendrais tout particulièrement la fibromyalgie et les pathologies des petites fibres. Como exemplo, vou focar na fibromialgia e nas patologias das pequenas fibras. On regardera rapidement pour mieux comprendre la phylogénèse et l'embryogénèse. Vamos olhar rapidamente para entender melhor um pouco de filogênese e embriogênese, Qui mettent l'évidence sur le fait que l'enveloppe cutanée, et tout particulièrement l'épiderme, qui est ce qui va être en contact avec l'environnement, est la structure fondamentale du corps. que evidenciam que o envelope cutâneo, a epiderme, mais especificamente, são a parte mais importante do corpo. Donc on verra le lien entre l'épiderme et la douleur, Vamos ver a relação entre epiderme e dor, notamment à travers les canaux ioniques mécanosensibles, piezo, através dos canais iônicos mecanosensível de piezo, les kératinocytes os queratinócitos et les petites fibres que vous connaissez sûrement mieux, A, delta et C. e as pequenas fibras que vocês devem conhecer um pouco melhor, A, delta e C. Puis on verra les voies de la nociception
qui sont riches, mais je voudrais focaliser sur la réticulée. Veremos as vias das nocicepções, que são muitas, mas eu vou focar na reticulada. À la prochaine communication, on ira plus sur le système limbique. E na próxima, encore aujourd'hui ou dans une La, la- prochaine? la prochaine Oui, communication, il y a deux oui. communications. Na segunda parte, então, aprofundaremos essa questão. Ok. Voir quelques évaluations cliniques simples Algumas avaliações clínicas et simples les principes de traitement. Nous, on va utiliser le mot de réinitialisation sensorielle. e os princípios de tratamentos, onde vamos utilizar a a realização sensorial. Réinitialisation, c'est ça? Recommencer, quoi. Reinicialização, oui, oui. D'accord, ok. Reinicialização. Donc, qui est spécifique au traitement épidermique. Específico do tratamento epidérmico. Alors, donc, on va commencer par la douleur et comprendre que déjà au XVIIe siècle, pour Descartes, la douleur n'est ni plus ni moins qu'un système d'alarme. Vamos começar pela dor. A dor, segundo Descartes, é sistema de alerta, né? Não Et, passa de sistema de alerta. et les sentinelles qui vont alerter sont surtout au niveau de l'épiderme. E as sentinelas que alertam, né, que dão o grito de alarme, sobretudo se encontram a nível da epiderme. Alors, excusez-moi, au niveau organisation, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas ou des questions, je vous ai montré les petits chapitres. En fin de chapitre, vous posez des questions si vous avez besoin. Et on fera une discussion à la fin. Se vocês puderem, se vocês tiverem perguntas para cada capítulozinho, a gente vai dar tempo. E aí, depois, no final, perguntas mais gerais. Alors, quand on parle de la douleur, il est important qu'on parle tous de la même chose. Et il y a une définition qui a été déposée par la Société internationale d'études de la douleur en 2020. É sempre importante a gente falar a mesma língua. Ao se falar da dor, foi dada uma definição pela IASP. C'est l'institution La Société internationale sur les Sociedade douleurs. Internacional sobre a dor. Okay. Donc, en fait, c'est une définition, on va dire en deux phrases. C'est le début qui est important. C'est que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Né? Tem duas frases. A mais importante é essa primeira. Uma experiência sensorial e emocional desagradável. Donc, on ne peut pas dissocier le côté émotionnel du côté sensoriel. Não dá para dissociar o lado emocional do lado sensorial. Et donc, ça, c'est associé ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Là, c'est un peu plus embrouillé. Associado ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Um pouquinho mais complexo essa parte. Ça montre simplement que les médecins veulent trouver un côté lésionnel et que quand ils n'ont pas le côté lésionnel, ils sont un peu perdus, alors que c'est la majorité des patients douloureux chroniques qui n'ont pas de troubles organiques. Isso mostra que os médicos têm tendência a querer sempre achar lesões para explicar as dores, sendo que na maioria dos problemas de dores crônicas não tem nada orgânico, é de fundo emocional. Ok. Donc, il est important de bien faire la différence entre la douleur et la nociception, qui est parfois confondue. Muitas vezes confundem dor com nocicepção. É importante a gente distinguir. Donc, revenons aux sources. C'est Sherrington, au début du XXe, qui a déterminé le mot nociception, comme il avait inventé le mot proprioception, extéroception, etc. Foi Sheridan que deu esse termo de nocicepção, né? Ele já tinha falado em propriocepção em outros termos, mas esse termo é dele. Ok, alors, il travaillait sur des chiens à qui on avait retiré le cerveau. Ele trabalhava com cachorros que eram que não tinham mais cérebro, eles tinham retirado o cérebro.
et il faisait des stimulations, par exemple des courants électriques. e provocava estímulos com correntes elétricas. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que quand le chien a son cerveau, bah, on a bien sur quelque chose qui est de l'ordre du douloureux. Quand il a toujours son cerveau, hein? Il a toujours Quando son o cerveau. cachorro ainda tem o cérebro, ele tem dor. Mais si on retire le cerveau, et il travaillait souvent sur des chiens qui étaient spinalisés, Quando a gente retira o cérebro, né? Ele trabalhava muito com cachorro sem, né, o cérebro. à ce moment-là, il dit le terme douleur n'est plus approprié. Ele diz então que o termo da dor não é mais apropriado, Hein, puisque chez les mammifères, et l'homme est un mammifère, la douleur se situe au niveau essentiellement cortical. porque nos mamíferos, e o homem é um mamífero, a dor se situa exclusivamente a nível cortical. Mais même si le chien n'avait pas mal, il y avait à avoir des réflexes où, par exemple, on voit qu'il va faire une flexion de la patte. Mesmo se o cachorro não tinha dor, ele tinha reflexos. Por exemplo, aqui uma flexão da perna, da pata. Donc, il nous dit la nocivité est toujours là, qui caractérise le comportement. Ou seja, a nocividade permanece como característica do comportamento. Donc, à ce moment-là, les stimulations sont appelées nociceptives. Por isso, esses estímulos são chamados de nociceptivos. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que on peut avoir des choses qui perturbent, mais qui ne sont pas douloureuses. Ou seja, o que é importante aqui lembrar é que algumas coisas podem ser disfuncionais, podem nos perturbar, sem necessariamente provocar dor. Alors, c'est essentiellement au niveau de la peau et au niveau des viscères, là où il y a des fibres C. É essencialmente a nível da pele e das vísceras, onde tem fibras C. Et à ce moment-là, les informations vont remonter au niveau central, mais d'abord, elles vont passer par la moelle épinière, le tronc cérébral, et ce n'est qu'à partir du moment où elles vont passer au niveau du cortex qu'on va percevoir la douleur. Então, as informações sobem pela medula, pelo tronco cerebral, e é só quando elas chegam a nível cortical que existe a sensação de dor. Donc, si on regarde la métaphore de l'iceberg, vous savez que la partie immergée est beaucoup plus importante que la partie émergée. Se a gente olhar a metáfora do iceberg, a gente sabe que a parte dentro da água imergida é muito maior do que a parte que está fora. Et chez les patients chroniques, il peut y avoir la douleur qu'on va visualiser, qui est la partie émergée, mais il y a plein de nociceptions qui sont dans la partie immergée. Então, por exemplo, dans la fibromyalgie, tu as dit, pardon? Non, je dis dans les Como pathologies exemplo, chroniques. nas patologias crônicas, você tem essa parte que a gente pode ver que sai do iceberg muito menor do que essa enorme parte que está por dentro, que representa toda a parte nociceptiva. Donc ça veut dire que peut-être on va pouvoir traiter la douleur en retirant des dysfonctions nociceptives qui ne sont pas connues. Então, talvez, ao limpar, entre aspas, disfunções nociceptivas que são desconhecidas, conseguimos tirar a dor. Donc tout ça, ça se fera grâce à un examen clinique précis. Tudo isso graças a um exame clínico preciso. Alors, quand on regarde l'organisation de la douleur, en fait, on lui donne plusieurs phases, plusieurs composantes. Il y a une composante sensorielle, on l'a vu de par la définition. Il y a une composante cognitive, j'en dirai juste un mot. Une composante émotionnelle, ça va être le topic de la prochaine communication. Et on va s'intéresser surtout au côté comportemental, notamment à travers le lien postural.
Existem 4 componentes na dor, né? A sensorial, que a gente viu pela própria definição da dor, uma parte cognitiva, que ele vai comentar um pouquinho, uma parte emocional, que vai ser assunto do próximo encontro, e uma parte comportamental. Ok. Alors, par exemple, pour la partie cognitive, il y a des travaux assez récents, de Studley notamment, qui montrent que les dyslexiques ont une perturbation au niveau de leurs sensations cutanées. Por exemplo, na parte cognitiva, tem estudos recentes de Studley que dizem que os disléxicos têm déficit, ils ont des perturbations, hein? Perturbation au niveau de leur perception cutanée. Os disléxicos têm perturbações a nível de suas percepções cutâneas. Ok. On va plus s'intéresser au côté comportemental et à la douleur. Vamos falar mais do lado comportamental e da dor. Donc, si on reprend le chien de Sherrington, si on donne un courant électrique sous une patte, Se a gente voltar ao exemplo do cachorro, do Sherrington, e dar um pouco de eletricidade numa pata, donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un réflexe de flexion pour protéger la patte, existe um fenômeno de flexão, né, para proteção da pata, mais du coup, ça va modifier la régulation posturale et modifier les contraintes. isso modifica a regulação postural e as forças envolvidas. Et donc, ça va fragiliser peut-être une des autres pattes ou le rachis qui va être au milieu. O que pode fragilizar uma outra pata ou o raquis, né, a coluna do meio. Et Sherrington nous dit il y a dans la peau un sens particulier de ses propres blessures. Sherrington nos diz: na pele existe um sentido particular às suas próprias feridas. Donc, ça revient à l'idée que la peau, c'est la sentinelle qui va nous dire s'il y a des agresseurs. Isso remete àquela ideia de que a pele é uma sentinela que pode avisar quando tem agressores. Alors, si on prend des choses plus récentes, notamment avec Hodges, Se a gente pegar coisas mais recentes com Hodges, donc il monte un modèle de l'adaptation motrice à la douleur. Il y a une douleur ou la peur de la douleur, la kinésiophobie. ele mostra o modelo teórico de adaptação motora à dor. Primeiro, a dor ou medo da dor. Kinesiofobia, La peur du mouvement. medo do movimento. Cinesiofobia, deve ser. Ok. Ou kinesiofobia. Donc, Cinesiof... ça va entraîner des changements au niveau du système nerveux qui va modifier le tonus musculaire. Isso acarreta as mudanças a nível do sistema nervoso, que irá modificar o tônus muscular. Ce qui va modifier la position relative des pièces osseuses. O que vai modificar a posição relativa das peças ósseas. Si je me fais une entorse, bah, je vais faire des co-contractions au niveau des muscles de la cheville. On va créer de la raideur. Se eu fizer um entorse, eu vou ter co-contrações a nível dos músculos do tornozelo, criando rigidez. Mais donc, à court terme, c'est positif, mais à long terme, ça va entraîner d'autres adaptations posturales. A curto prazo é positivo, mas a longo termo pode ter outras consequências posturais. Et ce qui fait que la douleur peut se localiser dans une autre zone. O que faz com que a dor pode se localizar em outra área. Ok, donc là, on va rentrer. Est-ce qu'il y a des questions sur ce préambule ou des Alguma pergunta até agora, nessa introdução, gente? Pode levantar a mãozinha. Ok, donc là, on va passer sur la douleur chronique et l'hypersensibilisation centrale. Então, vamos para a dor crônica e a hipersensibilização central. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des réponses de l'ensemble du système. Ou seja, respostas do conjunto do sistema. Alors, il est évalué qu'à peu près l'origine de 2/3 des consultations médicales, c'est la douleur. É avaliado que o motivo de 2/3 das consultas médicas são por conta da dor. Et ce qui est un petit peu étrange, c'est que, par exemple, la douleur chronique n'a été reconnue qu'il y a 2-3 ans au niveau international.
E o que é estranho é que a dor crônica só foi realmente reconhecida há uns 2 ou 3 anos a nível internacional. Alors que ça représente quand même à peu près un tiers des adultes. Se você pensar que representa quase um terço mais ou menos dos adultos, Et là, ce qui est le plus représenté, ce sont les douleurs de type neuropathique. e o que é mais representado são as dores de tipo neuropáticas. Hein. Et donc, il est intéressant de voir aujourd'hui que quand on prend les lombalgiques, de 2005 à 2015, on voit que ça a augmenté de 50%. É muito interessante que ver que a população de lombálgicos, por exemplo, aumentou de 50% de 2005 a 2015. Alors que les gens ont de moins en moins un travail actif, ils sont de plus en plus devant un ordinateur et ils sont dans une chaise. É engraçado, porque as pessoas têm cada vez menos trabalhos braçais, estão cada vez mais diante de um computador e numa cadeira. Donc, on ne peut pas expliquer ça par des traumatismes ou autre chose. Il n'y a pas beaucoup N- d'accidents de travail. Não Donc, ça pode ser explicado por razões mecânicas ou traumatismo, não tem muito acidente de trabalho, pardon. Et donc, en fait, on s'aperçoit depuis longtemps, pour les lombalgies, mais en fait, toutes les maladies musculo-squelettiques, que tout ce qui est chronique ne fait qu'augmenter. A gente percebe já há um tempo que todas as lombalgias e todas as patologias musculoesqueléticas não param de aumentar já há um tempo, Donc, ce qui laisse supposer que la prise en charge n'est pas adaptée. deixando supor que não há um tratamento adequado. Et par exemple, quand on parle de lombalgie, on ne peut pas parler de la lombalgie, mais des lombalgies. E quando a gente fala de lombalgias, não se deve falar em lombalgia, mas as lombalgias, são várias. Hein, parce que comme en plus, il n'y a pas de corrélation entre l'imagerie et la symptomatologie, Como muitas vezes não há uma correlação entre os exames, as imagens dos exames e a sintomatologia, ce qui est important, c'est la clinique. o que é muito importante é a clínica, Ça va nous permettre de différencier, est-ce que c'est un problème discal, un problème articulaire, un problème épidermique ou autre. que permite diferenciar se é um problema discal, articular, etc. Hein. Et néanmoins, toute l'imagerie a nettement augmenté, mais avec des résultats qui sont inversement corrélés. No entanto, exames médicos cada vez mais frequentes, com imagens cada vez mais precisas, mas que não têm uma boa correlação com a sintomatologia. Corrélation inverse. Hein. Il n'y a pas une corrélation avec les symptômes, c'est ça? Non, c'est-à-dire que là, sur les dernières... Alors, ça c'est vrai, mais ce que je voulais Oui, dire, c'est qu'on fait de plus en plus d'imagerie oui. et les résultats sont de plus en plus mauvais. Sim, cada vez mais tem exames precisos e cada vez menos resultados bons. Okay. Alors, dans la douleur, il y a plusieurs classifications qu'il faut qu'on connaisse en tant que thérapeute qui s'intéresse à la douleur. Il y a d'abord la douleur physiologique. Na dor existe vários tipos, né? Tem primeiro a dor fisiológicas. Je vais sur la plage, il fait très chaud, le sable me brûle le pied, je retire mon pied, c'est physiologique. Eu estou na praia, está muito calor, eu piso na areia quente, queima a sola do meu pé, isso é fisiológico. Ok. Mais il y a trois types de douleurs, dont une douleur qu'on appelle la douleur nociceptive. Donc là, on va se situer, c'est ce que dans le temps on appelait la douleur inflammatoire. Et on se situe plus particulièrement au niveau des capteurs perturbateurs, donc qui sont surtout dans les viscères et dans la peau. Existe 3 tipos de dor. Ter a nociceptiva, que a gente chamava mais de dor inflamatório, e que tem a ver com os receptores perturbadores situados na pele, surtout dans la peau, hein, sobretudo na La pele. peau, les viscères. E as vísceras. Na pele e nas vísceras. Donc, si ça dure au-delà de 3 mois et qu'on rentre dans la douleur chronique, on rentre dans la maladie douloureuse. Se dura mais de 3 meses e entra numa dor crônica, a gente entra numa patologia dolorosa. Okay. Et puis, il y a des douleurs neurogènes.
alors qui peuvent être liés au diabète ou à des accidents vasculaires cérébraux, mais plus particulièrement à des petites perturbations au niveau des axones des nerfs. Existem também as dores neurogênicas, né? Que estão muitas vezes ligadas ao diabetes, a um AVC, mas mais especificamente a perturbações a nível dos axônios. Hein, donc souvent dans la famille des syndromes canalaires. Muitas vezes na família das síndromes canalares. Ok. Mais ce qui a été le grand changement, en fait, c'est la douleur nociplastique. Donc avant, c'était un petit peu ce qu'on disait, douleur psychogène ou idiopathique. On ne savait pas, on ne voyait pas, et donc on donnait une caractéristique qui était péjorative. O que mudou muito é o conceito de nociplástica, dor nociplástica, que era considerado antes psicogênica, idiopática e tinha um teor pejorativo. Hein. Et donc là, le côté plastique évoque la capacité du système nerveux central à se réorganiser. O plástico aqui é a capacidade do sistema nervoso central de se reorganizar. Et c'est là où on va retrouver les pathologies comme la fibromyalgie, le côlon irritable, les migraines. É onde encontramos patologias do tipo fibromialgia, irritação do colo, cefaleias, enxaquecas. Plutôt les migraines. Ouais, Enxaquecas. en fait, donc, en gros, c'est toutes les pathologies chroniques. A grosso modo, todas as patologias crônicas. Alors, notamment donc, dans ces douleurs nociplastiques, on va retrouver la fibromyalgie sur laquelle je dirais quelques mots. Donc, Et aujourd'hui, on nous dit que sur la fibromyalgie, il faut avoir une approche personnalisée. Donc, il faut avoir une approche clinique, multidisciplinaire, et ne pas utiliser de médicaments en première intention. Et ça, c'est la Société européenne de rhumatologie qui le dit. Je pense qu'on est inspiré. Hoje, nas dores nociplásticas, né, a gente vai ver mais a fibromialgia, né, e nos é dito hoje que é preciso uma abordagem personalizada e com e terapia multidisciplinares, né? E a Associação de Reumatologia fala que não é para usar medicamentos no primeiro momento. On va retrouver aussi la glossodynie, la vulvodynie, le syndrome des intestins irritables, etc. A gente encontra também glotissodinia. Qu'est-ce que tu as dit d'autre? Sistema do colo faut avancer parce que irritável, c'est génial. da vulva irritável. Ok. Donc, quand on a une douleur de dos, au niveau lombaire, par exemple, on peut se poser la question, est-ce que c'est un disque, est-ce que c'est articulaire, est-ce que c'est musculaire? Mais quand c'est chronique, il faut penser qu'on est dans l'hypersensibilisation ou l'hyperexcitabilité centrale. Donc, c'est-à-dire que c'est une perturbation au niveau de la régulation de la douleur qui peuvent se faire ou au niveau médulaire ou au niveau notamment du tronc cérébral. Quando a gente tem uma dor crônica, a gente tem que pensar, claro, se é distal, se é articular, etc. Mas o que é importante é que tem a ver com hiperexcitabilidade central, né? Então, é preciso que é a regulação da dor que se dá na medula espinhal e no tronco. Okay. Alors, les étiologies, souvent, ça peut venir suite à des traumatismes cervicaux ou des traumatismes crâniens. As etiologias muitas vezes podem vir depois de traumatismos cervicais ou cranianos. Et également émotionnels. E também emocionais. Les conséquences, c'est que le seuil douloureux est abaissé. A consequência é abaixamento do limiar doloroso. Et également, on a une seuil de réaction neuromusculaire qui est abaissée. Donc, c'est-à-dire les muscles plus tendus. Abaixamento do limiar de reação muscular, os músculos mais tensos, então. Donc, par exemple, utiliser un coton-tige pour mettre en évidence de l'allodynie
ou utiliser le posturodynamique qu'on y verra tout à l'heure par rapport au côté neuromusculaire. Por exemplo, usar algodãozinho, né, cotonete, para poder analisar a allodynia, ou também o posturodinâmico, que é exame que a gente vai ver depois. Okay. Ça va entraîner plein de choses, des douleurs musculo-squelettiques, syndrome du plancher, fibrose, cervicalgie, lombalgie, etc., etc. Isso pode acarretar em muitas dores musculoesqueléticas, síndrome do assoalho pélvico hiperativo, fibromialgia, cervicalgia, etc. Alors, j'ai pris comme modèle la fibromyalgie, Eu donc peguei qui como touche exemplo a fibromialgia, 2 à 6% de la population mondiale, que atinge 2 a 6% da população mundial, est associée avec des troubles de la fatigue, du sommeil, des dysfonctionnements cognitifs, des incapacités fonctionnelles importantes. associado à fadiga, distúrbio do sono, disfuncionamentos cognitivos e incapacidade funcional importante. Des troubles émotionnels comme la dépression et l'anxiété. Distúrbios emocionais como depressão e ansiedade. Il est largement admis que la fibromyalgie provient du système nerveux central ou est amplifiée par celui-ci. Já é muito admitido que a fibromialgia provém do sistema nervoso central ou é amplificado por ele. Donc, c'était la croyance majoritaire qui est en train de changer aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui avait fait qu'on déterminait le côté nociplastique. É uma crença que mudou atualmente e que fez com que a gente determine esse lado plástico. Et donc, on sait qu'il y a un lien important entre la fibromyalgie et ce qu'on appelle les petites fibres nerveuses. J'en parlerai un petit peu plus tard. Sabemos que tem uma relação importante entre a fibromialgia e as pequenas fibras nervosas, das quais falarei um pouco para frente. Donc là, vous voyez les petites fibres qu'il va y avoir dans la peau, qui Vocês sont estão des vendo essas fibres non pequenas mélanocytes. fibras? Donc, il y a une augmentation du nombre de preuves sur des mécanismes périphériques dans la fibromyalgie. Existe aumento das quantidades de provas da função potencial dos mecanismos periféricos na fibromialgia. Donc, ça veut dire que s'il y a des dysfonctions périphériques, peut-être que nous, avec nos mains, on peut arriver à moduler un certain nombre de mécanismes. Ou seja, se existem disfunções periféricas, nós podemos modificar com nossas mãos uma certa quantidade de disfunções. Ok. Alors, on a des douleurs de type neuropathie périphérique, surtout des brûlures et de l'allodynie. Existem dor de tipo neuropática periférica, sobretudo queimaduras ou allodynia. On a une petite perte structurelle de fibres nerveuses. Existe uma leve perda estrutural de fibras nervosas. Mais surtout, on a une sensibilisation des fibres C, Mas, sobretudo, existe uma sensibilização das fibras C, qui sont des fibres en rapport avec la douleur et qui se situent au niveau de l'épiderme. que são fibras relacionadas à dor e se situam a nível da epiderme, Donc, ce qui laisserait supposer qu'il y a un mécanisme périphérique. o que deixaria supor que existe mecanismo periférico. Okay. Quelques questions ou observations? Alguma pergunta até aqui? Ou observação? N'hésitez pas, hein, s'il y a des trucs pas clairs. Não hesite, se tiver coisas que não estão claras para vocês, não hesitem em participar. Non. Alors, bon, donc, au niveau de l'embryogénèse, bon, vous vous rappelez qu'il y a une première couche, premier feuillet, qui s'appelle l'épiblaste. A nível da embriogênese, vocês lembram que tem primeiro folheto que se chama epiblasto. Et à la fin de la deuxième semaine, il va se diviser, il va y avoir une gouttière qui va faire l'endoblaste, qui fera le système viscéral. No final da segunda semana, vai ter ramo, né, que vai formar do ectoblasto o endoblasto. Alors, comme tu n'as pas trop traduit ce que je disais, Ça s'est ramifié entre l'endoblaste?
Ouais, enfin bon, un petit peu plus tard, on va avoir un autre feuillet qui va être le mésoblaste. Um pouco mais tarde se forma outro folheto chamado mesoblasto. Et un petit peu plus tard, à la fin de la 3e semaine, on va voir le tube neural qui va se différencier. E no final da terceira semana, o tubo neural que irá se diferenciar. Et il va y avoir une réunion entre le tube neural et l'épiderme qui va faire les placodes. E existe uma reunião entre epiderme e tubo neural formando os placodes. Mais en fait, ce qui est important de retenir, c'est que l'épiblaste, l'ectoblaste et l'épiderme, c'est le même tissu. É importante lembrar que epiblasto, ectoblasto e epiderme são o mesmo tecido. Et en fait, du coup, on voit que tout vient de l'épiderme. E aí a gente vê que tudo vem da epiderme. Donc, en termes de hiérarchie, on comprend que l'épiderme a la possibilité de dominer l'ensemble des autres tissus. Ou seja, em termos de hierarquia, entendemos que a epiderme tem a possibilidade de dominar os outros tecidos. Hein. Et on pourrait dire que le système nerveux central est un morceau d'épiderme, en fait. A gente pode dizer que o sistema nervoso central é um pedaço de epiderme. Et quand on regarde au niveau de l'embryogénèse, au niveau sensoriel, ce sont les terminaisons nerveuses libres qui viennent de la peau qui se manifestent en premier à partir de la 8e ou 9e semaine post-conceptionnelle. A nível da embriogênese, a gente percebe que as terminações nervosas livres da boca e da região peribucal são as primeiras a se manifestar depois de 8 a 9 semanas pós-concepção. Alors, d'abord au niveau de la bouche, puis après au niveau des mains et des pieds. Primeira na boca e depois a nível das mãos e dos pés. Et après seulement au niveau des racines des membres et des troncs. E só depois a nível das raízes dos membros e do tronco. Donc, ça veut dire que le développement sensitivo-moteur est disto-proximal. Ou seja, o desenvolvimento sensitivo-motor é distoproximal. Okay. Alors, si on prend la peau, aujourd'hui, on va parler de système neuro-endocrino-immuno-cutané. Se a gente fala de pele, hoje vamos falar de sistema neuroendocriniano imunitário cutâneo. Donc, si on schématise, on a une communication entre l'épiderme, les petites fibres qu'on voit là, et le système nerveux central. Le système immunitaire et les circuits lymphatiques. Et le côté endocrinien et également le côté cutané. Et tout ça, ça passe par les kératinocytes. Et il y a une communication entre le système nerveux, le système immunitaire et le système endocrinien cutané. Donc, on voit que la peau... Attends, senão je me perco. Entre a gente vê que todo esse sistema passa pelo epiderme, pelas pequenas fibras, o sistema nervoso central, o sistema imunitário, o circuito linfático, endocriniano e cutâneo. E através dos queratinócitos, o sistema nervoso, o sistema imunitário. Et le dernier, c'était endocrinien. Le système endocriniano. Donc, pour résumer, la peau fonctionne de manière bidirectionnelle avec le système nerveux. Le système nerveux envoie des informations à la peau envoie des informations au système nerveux. Non, mais également, donc, non seulement au niveau du système nerveux, mais également au niveau endocrinien et au niveau immunitaire. Hein. Donc, ça marche dans les deux sens. La peau contribue de manière très importante à l'homéostasie. A pele funciona, então, de maneira bidirecional, né? Gerando a função neuroendocriniana imunitária nos dois sentidos. Então, a gente pode resumir que a pele mantém a homeostasia. Okay. Donc, si on est au niveau de l'épiderme, une force un petit peu agressive sur les kératinocytes
va entraîner des modifications au niveau des fibres C, par exemple, et après, l'information douloureuse va remonter au niveau central, et ça va se faire notamment par la libération d'ATP. Se, por exemplo, você fizer uma força na epiderme, uma força agressiva nos queratinócitos, isso passa pelas fibras C até o sistema central, e isso se manifesta pela liberação de ATP. Donc, c'est un rapport avec la douleur. Mais il y a d'autres possibilités, c'est qu'au niveau également, les kératinocytes peuvent exprimer de l'ocytocine qui, là, ira dans le sens de diminuer la douleur. Isso está relativo à dor, mas também tem outras possibilidades. Os queratinócitos podem expressar ocitocina, que, pelo contrário, irá aliviar a dor. Et il y a d'autres acteurs comme les Merkel qui synthétisent un grand nombre de neuromédiateurs. E tem outros atores, como os Merkels, que sintetizam uma grande quantidade de neuromediadores, neurotransmissores. Et Denda propose par exemple que l'épiderme serait le troisième cerveau. Denda expressa, por exemplo, que a epiderme seria um terceiro cérebro. Mais par rapport à ce qu'on a dit précédemment au niveau de l'embryogénèse, en fait, c'est le premier cerveau. E em relação ao que a gente viu na embriogênese, seria, na verdade, o primeiro cérebro. Alors, l'épiderme, aux endroits où il est très épais, c'est 1 mm. Au niveau de la plante des pieds, par exemple. Au niveau des paupières, des organes génitaux, on aura 40 microns. Alors, c'est important par rapport à la pratique clinique et thérapeutique. É importante para a nossa prática clínica e terapêutica saber a espessura da epiderme. Ela pode ser de 1 milímetro, onde ela é mais grossa, na sola dos pés, nas palmas das mãos, e também 40 micron em lugares mais finos, como pálpebra e órgãos genitais externos. Donc, le thérapeute, il doit faire très, très peu. Então, o terapeuta, ele não precisa ser muito usar muita força. Donc, en gros, pensez que c'est de l'épaisseur d'une feuille de papier en moyenne. Pensa que é a espessura de uma folha de papel, mais ou menos, a epiderme. Théoriquement, en tant que physio, je pense que vous êtes la majorité physio, vous connaissez la peau et les petites fibres, C et A delta. Vocês que são físio em geral, né? A maioria de vocês são fisioterapeutas, conhecem as pequenas fibras C e A delta. Qui sont en rapport avec la douleur. Mais aujourd'hui, si on change d'échelle et qu'on regarde de manière plus fine, plus précise, on va s'intéresser aux canaux ioniques. Et les canaux ioniques, il y a des canaux ioniques mécanosensibles, comme les piezo, 1 et 2, mais peu importe pour l'instant. Et vous voyez que quand il y a une force minime qui arrive sur la cellule, et le nerf est une cellule, ça va ouvrir ou fermer le canal ionique et donc perturber potentiellement les échanges ioniques. Quando a gente fala primeiro dessas fibras, né, que vocês já conhecem, C e A delta, agora a gente vai numa escala mais precisa, a gente encontra menor ainda os canais iônicos, né, que são mecanosensíveis, como os de piezo, né? Se você exerce uma força mecânica, você vê que isso, mesmo por menor que seja, vai ter uma atuação de abrir ou fechar esses pequenos canais iônicos. Donc, les informations arrivent au niveau du ganglion dorsal de la moelle, puis au niveau de la racine postérieure de la moelle. Et là, notamment au niveau, ce qui est nociceptif spécifique sera au niveau de la lame 1 et 2. Alors, la lame 2, elle s'appelle gélatineuse. Je l'ai souligné là parce qu'on l'évoquera un petit peu par la suite. As informações chegam a nível do gânglion dorsal. D'abord le ganglion dorsal et après Et après les cornes de la moelle, les cornes dorsales de la moelle. Depois as cornas dorsal da medula.
donc par là, et on est sur les lames 1 et 2, les que plus são périphériques. a lâmina 1 ou 2. A 2 a gente chama de gelatinosa também. Ouais, donc on reparlera, on l'évoquera tout à l'heure. A gente vai Alors, evocar de novo. donc la douleur au niveau cutané a été vraiment bien boostée, puisqu'en 2021, ça a permis de donner le prix Nobel à Julius et Patapoussian. O prêmio Nobel, em 2021, sobre estudo sobre a dor, foi dado a David Julius e Ardem Patapoutian. Os outros estão com... Il y a quelqu'un qui a un problème de son. Vocês estão ouvindo, gente? Tudo certo, Antônio, estou Tá respondendo aqui bom, direto. c'est bon. Ok. Donc, il y en a un qui a travaillé sur des TRPV qui sont en rapport avec la température et la douleur, et la douleur, et l'autre qui a travaillé sur le toucher et la proprioception avec les piezo, mais qui peuvent également être mécanosensibles. Um trabalhou sobre a dor cutânea, sobre o TRPV, que é temperatura e dor, e o outro nos piezo, que é mais o toque e a propriocepção. Donc en fait, c'est parce qu'on fait varier ces canaux ioniques qu'on va avoir une perception par la suite. É, variando os canais iônicos que se cria uma percepção. Alors, il y en a un peu partout, des piezo. Tous ceux qui nous intéressent, ils sont plutôt les piezo 2 dans la peau, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des piezo 1 également dans la peau. O que tem muitos piezo, o que nos interessam seriam mais os piezo 1, né, que estão na pele, mas a gente percebe hoje que também existe piezo 1 na pele. Então, os dois tipos. Il y en a également dans les nerfs, dans les articulations, dans le cerveau, dans les poumons, il y en a un peu Tem partout. nos nervos, nas articulações, no cérebro, no pulmão. Ok. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y a des expériences qui ont été faites où on arrive, donc là, on a un neurone, et on appuie avec une petite pipette sur le neurone, et on enregistre la réponse des piezo. O que é interessante é que a gente conseguiu fazer exercícios, experimentos com neurônios, apertando eles, né, exercendo uma pequena força mecânica e vendo o resultado nos piezos. Et vous avez des réponses à partir d'indentation de 5 microns. E vocês têm resposta a partir da pressão de 5 microns. 5 microns, ce n'est pas une pression, mais c'est une indentation. Qu'est-ce que c'est indentation? C'est une force C'est-à-dire que mécanique? oui, c'est ça. Tu fais un petit décroché dans la peau, par exemple. É uma pequena força mecânica de 5 microns. Ok. Donc, on voit que si on va appuyer sur la cellule, ça va modifier à ce moment-là l'ouverture des canaux ioniques et modifier des choses dans la cellule. Então, a gente viu que ao exercer, né, essa pequena influência, essa força, você consegue modificar a abertura e fechamento Et donc, dos canais iônicos, dos donc piezos. on va avoir une dépolarisation. Et vous voyez, 5 microns, c'est rien en fait. E forma uma despolarização. Vocês estão vendo como é sutil, né? 5 microns não é nada. Et c'est par là où il va falloir tendre au niveau thérapeutique. Essa vai ser a nossa procura terapêutica, né? Do menos é mais. Donc, on sait par exemple qu'on passe une plume sur le bras, on le sent de manière relativement importante. Donc, ça va dire que ça va ouvrir des canaux ioniques. Uma simples pena que se passa no braço pode abrir canais iônicos. Et ce qui va permettre que l'information va cheminer le long du nerf pour arriver au niveau du système nerveux. O que faz a informação caminhar a nível do nervo até chegar ao sistema nervoso. Ok. De petites questions ou commentaires? Alguma pergunta ou comentário até aqui? Donc, on va passer aux kératinocytes. Vamos então para os queratinócitos. Alors, les kératinocytes, tout le monde les connaît. Simplement, il y a quelques années, on pensait que c'était des cellules un peu mortes, ça fait de la corne, et ça sert à rien, quoi. Sauf ça fait une barrière mécanique. Alguns anos atrás, pensávamos que era apenas como se pele seca, né? Que não fizesse nada, só uma barreira, Mais uma en fait, ce proteção. sont des cellules non neuronales, mais qui communiquent
avec les petites fibres nerveuses qui sont à côté, notamment les fibres libres. São células não neuronais, mas que comunicam com pequenas células que estão ao lado, que são les nerves endings, c'est ça? Voilà, c'est les terminaisons nerveuses libres. As terminações nervosas livres, Ils sont en rapport avec la free nerve nociception. ending. Hein. Alors, elles représentent à peu près 90% des cellules épidermiques. Representa mais ou menos 90% das células epidérmicas. Elles ont un rôle de protection mécanique, thermique, chimique, électromagnétique. E tem papel de proteção mecânica, térmico, químico, eletromagnético. Mais surtout, elles jouent sur le système neuro-endocrino-immunocutané. Mas, sobretudo, tem impacto no sistema neuroendócrino e imunocutâneo. Donc, ça veut dire que quand vous touchez l'épiderme de quelqu'un, Quando você toca a epiderme de alguém, de façon adaptée, de maneira adaptada, bon, vous changez le côté neural, bah ça, vous avez l'habitude, par exemple, quand on fait un réflexe de Babinski, un réflexe de Galland, etc. se muda o lado neural, vocês estão acostumados, se fizer o reflexo de Galansky ou de Barran, Alors, de Babinski ou de Galland. Galland ou Babinski, desculpa, Galland ou Babinski. Et donc, par contre, pour le côté endocrinien et immunitaire, c'est plus compliqué à mettre en évidence. Para o lado endocriniano e imunitário, é mais difícil de evidenciar. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les kératinocytes discutent entre eux. Il y a ce qu'on appelle des gap junctions. Tem que entender que os queratinócitos conversam entre si. Existe, como você está de GABA? Des junctions, Junction. des gap junctions. Junção. Okay. Et communiquent également avec les fibres C, qu'on a vu tout à l'heure. E também comunicam com as fibras C que a gente viu antes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le temps, on pensait que quand on appuyait sur la peau, on appuyait sur les petits rameaux nerveux et que l'information passait. Maintenant, il y a une nouvelle vision, c'est on appuie d'abord sur le kératinocyte et c'est le kératinocyte qui va informer le côté neural. Antes, nós tínhamos a visão tradicional de que a gente apertava diretamente no nervo, mas agora a gente vê que tem o queratinócito intermediário ao nervo. Et il est connu, notamment dans les mécanismes de la migraine, que par exemple, il y a des vagues calciques de kératinocyte en kératinocyte, ils vont communiquer entre eux. E agora a gente já sabe que, por exemplo, nas enxaquecas existe uma onda cálcica de queratinócito em queratinócitos que vão comunicando entre si. Donc, ce qui est important pour nous au niveau thérapeutique, c'est qu'on comprend qu'il peut y avoir, si le kératinocyte est suffisamment stimulé, il va stimuler le nerf. Mais s'il est insuffisamment stimulé, peut-être qu'il ne va pas stimuler le nerf, mais qu'il va stimuler le kératinocyte d'à côté. Ou seja, a gente entende a nosso nível terapêutico que se a gente estimular o queratinócito, ele pode estimular o nervo. Mas se a gente não estimular ele o suficiente, talvez ele possa estimular o queratinócito ao lado, passar a informação para os coleguinhas. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que les kératinocytes forment un réseau informationnel cutané et jouent un rôle clé dans l'homéostasie de l'ensemble du corps. Lors de modifications de l'environnement, ils pourraient constituer le véritable front, le front au sens de il y a la guerre, il y a le front, hein, l'opposition à l'ennemi du système sensoriel de l'organisme. Os queratinócitos formam uma rede informacional cutâneo e têm uma função chave na homeostasia do conjunto do corpo. Nas modificações do ambiente, eles poderiam constituir a verdadeira fronte de batalha do sistema sensorial do organismo. Ok. Donc, on voit là des kératinocytes et les fibres C au milieu qui se promènent entre les kératinocytes. Estão vendo aqui são os queratinócitos e essa parte verde são as fibras C que passeiam entre os queratinócitos. Et ils communiquent entre eux. Eles comunicam entre si comme des synapses. Como sinapses. Donc, vous voyez que
les kératinocytes, c'est ce qu'il y a de plus superficiel au niveau du corps. Vocês estão Et vendo donc, que os queratinócitos são o que mais é superficial a nível do corpo. et secondairement, ça va stimuler les nerfs. E no segundo momento, vai estimular os nervos. Alors, si on revient au niveau de la douleur, la douleur elle peut être stimulée par le chaud, par du piment, par du froid, mais également par des mécanorécepteurs, hein, par des forces. Et donc là, on a vu qu'on travaillait sur les piezo et que vraisemblablement, c'est de l'ATP qui va entraîner après, par la suite, la dépolarisation et la douleur aiguë. A gente viu, né, que a gente pode atuar na dor através do calor, da pimenta, do frio e dos mecanorreceptores, né, que como a gente viu os piezo, né, eles vão funcionar através dos ATP na despolarização e no aumento da dor aguda. Ok, donc on a vu les kératinocytes, maintenant on passe aux petites fibres. Donc, on a vu qu'il y avait différents types de petites fibres, notamment celles qui exprimaient la douleur, les fibres C et les fibres A delta. Il y a des fibres CT qui sont en rapport avec le plaisir qu'on verra la prochaine fois. Agora a gente já viu os queratinócitos, vamos ver as fibras. As pequenas fibras, as da dor, que a gente já conhece, são a C e a delta, e tem as fibras CT também, que a gente vai ver da próxima vez, que estão mais ligadas ao prazer. Alors, ces fibres, donc là, dans un esprit tout à fait thérapeutique et clinique, il est important de savoir à partir de quand ils réagissent. É importante saber, no espírito terapêutico, a partir de quando essas fibras reagem. Donc, on a fait de la microneurographie, donc c'est-à-dire qu'on a mis une aiguille dans ces fibres et on a utilisé des monofilaments pour tester les forces qu'on pouvait appliquer sur la peau. A gente fez microneurografia, colocando agulha nessas fibras, e a gente, com monofilamentos, foi testando as forças que podiam se aplicar. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que déjà, on va avoir des réponses avec des forces très très faibles, puisque par exemple 0,5 g. Mais si on appuie, donc ça c'est ce qu'on va voir en bleu, en bleu-vert. Si on appuie davantage, on va passer sur une autre gamme de capteurs qui sont des nocicepteurs. Et vous voyez qu'à partir de 1 g, on peut entraîner des réactions au niveau des nocicepteurs, des fibres C nociceptrices. A gente observa, então, que com forças fracas, né, como 0,5 gramas, aqui que a gente vê em azul, a gente já tem reação. Mas se apertar um pouco mais, a gente vai para outro leque de nociceptores, que são as fibras C nociceptivas, a partir de 1 grama. Voilà, donc en faisant peu, on peut ou stimuler de la nociception ou peut-être inhiber la nociception. Fazendo pouco, a gente pode estimular ou inibir a nocicepção. Donc, ce schéma Je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il pleut fort. Ça fait chovendo forte aqui, vou fechar a janela. Pronto. Pardon. Oui, c'est bon? Oui, oui. D'accord. Donc, là, ce schéma est assez intéressant parce qu'il récapitule toutes les fibres. Alors, il y a des grosses fibres, des petites fibres. Aqui tem esquema interessante que recapitula, né, as grandes fibras e as pequenas fibras. Les petites fibres sont beaucoup plus nombreuses puisqu'elles représentent 80%. As pequenas fibras são mais numerosas, representam 80%. Et la majorité des petites fibres cutanées, de 60 à 90%, sont des fibres C et pratiquement maioria toute das transférence viscérale. Pequenas fibras, de 60% a 90%, têm aferências cutâneas Okay. nas fibras C, né? A priori, quand elles sont désagréables, elles n'entraînent pas la même sensation. Les fibres A delta entraîneraient plutôt un picotement et les fibres C, une douleur sourde et pressante. A priori, as A deltas
seria um formigamento, enquanto que a C, uma dor mais surda, mais Ok. Donc, ça va pesada. servir les grosses fibres au contrôle du muscle, au toucher, et les petites fibres plutôt au froid, au chaud. Et également, plus on va être dans les petites fibres, plus on va être dans des variations du rythme cardiaque, de la transpiration, digestive, génito-urinaire, etc. As grandes fibras têm mais a ver com toque, vibração, posição e percepção, controle do músculo. As pequenas fibras têm a percepção do frio e a dor, a delta, e o rythme cardiaque. Attends, le rythme cardiaque, c'est quelle fibre C aussi? C'est les fibres C, ouais. Fibre C, ritmo cardíaco, pressão sanguínea, transpiração, função do aparelho digestivo, aparelho genito-urinário. Il y a Adri qui voulait demander quelque chose. Oui, il y a quelques questions aussi sur le chat. Pode falar, Adri, depois a gente faz as perguntas do chat. Adriana? Ela publicou uma pergunta no chat, Ah, Antônio. elle a publié. Ah, c'est peut-être pour qu'on réponde à la question de son chat. Alors, je vais voir ce qu'il y a sur le chat. Alors, Ah oui, on le voilà. fera, si tu veux, on le fera là, aux petites pauses à ce moment-là, si Ah, ça, d'accord, quand tu veux. éventuellement, on y aura peut-être déjà répondu. Bah, on y est alors, ok. Donc, allons-y pour les questions. Alors, est-ce qu'on peut comparer, je vais le dire en portugais d'abord pour que ça soit enregistré, hein? Mais ou menos, a Sivonei pergunta como trabalhar na terapia crânio-sacral. Est-ce que cette subtilité de toucher, ça peut se comparer au toucher de la thérapie crânio-sacrale? Alors, le crânio-sacré, quelles sont les forces qu'on exerce quand on fait du crânio-sacré? Moi, je ne sais pas. Parce Ele qu'en não sabe. fonction par exemple, moi, j'ai eu la chance, comme vieil ostéopathe, de passer dans les mains de Viola Freeman, qui est une référence en ostéopathie. Elle avait une main très puissante. Donc, elle dépassait largement les fibres C, en tout cas au niveau de l'épiderme cutané. Hein, donc, parce que le problème, c'est que si on appuie un tout petit peu trop fort, donc on a dit à partir de 1 gramme, on travaille sur d'autres capteurs. Uhum. Hein, donc, il y a une saturation des premiers capteurs. Donc, en termes de qualité palpatoire, ça va dans la même idée, mais il ne faut pas croire que parce qu'on fait du crânien, on fait forcément de l'épidermique. Tá certo. O que ele respondeu? Ele não sabe exatamente qual é o toque que um terapeuta de crânio sacral aplica. Mas não é, mesmo que seja um toque parecido em termos de sutileza, não quer dizer que ele está trabalhando, atuando da mesma forma. O crânio sacral é uma coisa e a terapia neurosensorial é outra, para trabalho no emocional. Ele falou que ele teve a sorte de trabalhar com a Viola Freeman, que era uma grande osteopata, quando ele trabalhou. E ela tinha um toque mais forte, então depende um pouco. Só que, é claro, passando de 1 grama, você vai atingir outras fibras. Você vai trabalhar de outra forma. Ok, les autres Oui, questions? alors l'autre question, a outra pergunta da Adri. E quando tem uma alteração por cirurgia plástica, os neurotransmissores estão anestesiados, como funciona a percepção dolorosa fisiologicamente falando? Par exemple, quand il y a une altération à cause d'une chirurgie plastique et les neurotransmisseurs sont anesthésiés, comment fonctionne la perception douloureuse physiologiquement parlant? Là, il veut dire pendant l'intervention? Ou la A contre-séquence? Dri pode falar com a gente ou continua não estando? Ele queria uma precisão sobre tua pergunta. Se é só durante a opération, je pense que non, je pense qu'il veut dire encore après l'opération, s'il y a des changements nociceptifs.
Alors, ce qu'on sait, c'est que ce soit de la chirurgie plastique ou d'autres types de chirurgie, en fonction du type d'intervention et du type de pathologie, il y a au minimum 30 à 50% de douleurs, enfin de perturbations neurogènes qui vont chroniciser suite aux interventions. O que se sabe é que depois de uma intervenção que seja estética ou não, e a maioria, 30 a 50%, existem perturbações neurogênicas que podem ficar crônicas. Et dans un certain nombre de cas, avec les traitements épidermiques, on peut restaurer un fonctionnement physiologique et traiter la douleur, l'allodynie, voire l'anesthésie ou l'hypoesthésie locale. E, em muitos casos, com o tratamento epidérmico, a gente pode tratar, né, a allodynia, as dores, mas não só, também regiões que ficaram anestesiadas e devolver a percepção, a sensibilidade. OK? C'est toutes les questions. Parfait. Alors, donc, ce qu'on voit, on a nos capteurs cutanés, ils vont passer au niveau de la moelle. Et ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y a que 2% d'interoceptifs, 28% de proprioceptifs et 70% d'extéroceptifs. Donc la peau est largement majoritaire au niveau de sa représentation au niveau médulaire. O que a gente pode ver é que temos aqui 2% de interoceptivos, né? Isso são os receptores. 28% de proprioceptivo e 70% de esteroceptivo. Donc ça veut dire que les fibres cutanées sont largement dominantes au niveau de la moelle. Quer dizer que as fibras cutâneas são muito dominantes. Isso é na medula. Alors, on va parler, donc, quand on va arriver au niveau du tronc cérébral et tout particulièrement au niveau de la réticulée, la réticulée, elle est en rapport avec les organes des sens, hein, elle est en rapport avec les viscères, mais elle est également en rapport avec le côté cutané et le côté musculaire. Hein. Et donc, une manière de stimuler le côté, les petites fibres qu'on a vues précédemment, ça va entraîner une réponse au niveau de la réticulée. Et la réticulée, il y a une réticulée activatrice qui va générer une hypervigilance. Ça, Alors, attends, c'est un peu... Je vais voir se j'arrive. A nível da reticulada, a gente viu que ela tem uma relação com os sentidos, com as vísceras e com o lado muscular. Je me suis arrêté là, pardon. Si on la stimule, et tout particulièrement le côté cutané. Sobretudo no lado cutâneo. Et donc, s'il y a un message d'alerte, la réticulée il y a une réticulée activatrice qui va augmenter la vigilance au niveau de l'ensemble du cortex. Se tem uma mensagem de alerta, tem uma reticulada que vai avisar a nível do córtex. Donc, como uma torre de contrôle. Alors, donc, ce qu'il faut voir, c'est que le tronc cérébral est très en relation avec les stimulations cutanées. Je vais passer un petit peu vite. O tronco cerebral está muito relacionado às estimulações cutâneas. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le faisceau réticulospinal, il y en a deux. Il y a un médian qui est plutôt vers le haut, qui va générer des réflexes myotatiques et activer les réflexes antigravitiques, donc qui nous permet de tenir debout, et en même temps qui minore la transmission nociceptive. Qui minore. Qui descend. Okay. Tem fecho reticulo espinhal mediano. Esse mediano é mais para cima. Ele regula os reflexos miotáticos, os reflexos antigravitários e também abaixa a transmissão nociceptiva.
Donc là, on va dire que c'est la posture habituelle. Vamos dizer que é a postura habitual. Mais par contre, s'il y a de la nociception, on va avoir le faisceau réticulospinal latéral va prendre le relais et il va y avoir une augmentation de la nociception et une diminution du réflexe antigravitaire. Já se a nocicepção, se é o fecho reticoespinhal lateral, aí a nocicepção vai assumir, vamos dizer, a função, e aí vai baixar o reflexo antigravitário e o reflexo miotático e aumentar a transmissão nociceptiva. Donc, ce qui a pour conséquence que quand il y a de la nociception, il va y avoir des adaptations posturales. Et A consequência é quando tem nocicepção, tem adaptação postural. par exemple, on sait que les lombalgies sont associées aux troubles urinaires, intestinaux et ventilatoires. A gente sabe que as lombalgias são associadas a distúrbios urinários, intestinais e ventilatórios. Et pour les cervicalgies également. E no caso das cervicalgias também. Mais en règle générale, au niveau médical, on ne prend pas en compte l'étiologie viscérale, par exemple, dans les cervicalgies. Mas, em geral, no mundo medical, não se leva em conta a etiologia visceral, por exemplo, na cervicalgia. Donc, juste pour résumer ce qu'on a vu, donc au niveau des canaux ioniques, on est en lien avec certaines fibres, excusez-moi, il y a une erreur là, c'est A delta et C, on va avoir de la douleur, on va avoir de l'allodynie, éventuellement ça c'est spécifique des fibres C, mais on peut avoir également un côté analgésie avec des bêta-endorphines, donc de l'opium, ou de l'ocytocine qui vont moduler la douleur. Et on va avoir des fibres qu'on appelle hédoniques, donc qui sont en rapport avec le plaisir, qui sont des fibres CT, on en parle la prochaine fois. Donc des neurostimulations manuelles ou orthétiques peuvent moduler la douleur. Voltando, né, resumindo o que a gente viu sobre as terminações nervosas das pequenas fibras. A dor está mais ligada às fibras A, delta e C, a alodinia mais especificamente às fibras C. As B-endorfínicas, né, podem ter uma ação de analgesia, assim como a ocitocina. O hedonismo, que é o prazer, são as fibras C táteis. E as neuroestimulações manuais podem ter, então, impacto na dor. Okay. Donc, au niveau clinique, il est fondamental que la personne soit en bonne capacité de stabiliser son bassin. Donc, A nível clínico, é muito importante a pessoa ter uma boa capacidade de estabilização da bacia. Si on n'est pas en capacité de stabiliser son bassin, on ne pourra pas stabiliser ni son rachis, ni sa tête, ni son regard. Se a pessoa não tem a bacia estabilizada, ela não pode estabilizar nem o raquis, nem o olhar, nem a cabeça. Donc, on va mettre les pouces au niveau des épines iliaques postéro-supérieures. A gente coloca aqui os polegares a nível das espinhas ilíacas superiores. Demander à notre patiente là de fléchir le genou, donc de lever le pied. Pedir para o paciente levantar pé, né, flexionar joelho. Et le regard doit être posé sur la ceinture scapulaire. Le regard doit être posé sur la ceinture scapulaire, sur les épaules. Je ne sais pas ce que c'est le regard. Ah, le regard. O olhar tem que estar na cintura escapular da pessoa, o olhar do terapeuta. Physiologiquement, ça doit monter du côté du pied levé. Fisiologicamente, tem que subir do lado do pé levantado. Et si ça descend, ou si ça reste au même niveau, c'est qu'on a un test positif, donc perturbé. E se desce ou permanece no mesmo nível, é porque deu positivo, ou seja, deu distúrbio positivo. Il y a une bonne reproductibilité, une bonne validité. Tem uma ótima reprodutibilidade e validade desse teste. Donc, un autre test qui est important à faire, c'est l'épreuve posturodynamique qui, en fonction des étages, montre une bonne reproductibilité. Teste importante é o posturodinâmico. On a validé un kappa fort avec un système optocinétique.
hein, donc, la machine et l'homme disent à peu près la même chose. Donc, Tem voilà le uma sens. ótima reprodutibilidade, pelo sistema capa foi confirmado também, ou seja, a máquina e o homem confirmam Incliner esse teste. latéralement vers la droite dans un premier temps et d'incliner l'ensemble du corps. Ok. Ele pede para ela inclinar ao pouco o corpo, começando pela cabeça, o ombro, Un mouvement physiologique. Et puis on lui demande de se redresser, de s'incliner vers la gauche, en commençant bien par pede la para primeiro a pièce et cabeça, ombro, se inclinar do outro lado. au niveau du pouce gauche, donc ce qui signe une dysfonction. E ele achou uma disfunção. Puis je vais repérer donc l'épine de la scapula, T4. Ele acha a espinha da escápula, Je me situe au milieu, ele fica no meio, par rapport aux épineuses, et je demande à la patiente de s'incliner latéralement vers la ele droite. pede para a pessoa inclinar lateralmente para a direita, começando com a cabeça. Là, on voit Ele, qu'on a un mouvement physiologique, le pouce droit avance. On revient quando o polegar direito avança, porque o movimento é fisiológico. et donc là, on n'a pas stop, stop, ça suffit. E do On outro n'a pas de lado, rotation, donc on a quelque chose qui est de l'ordre du dysfonctionnel. não houve rotação, então é algo disfuncional. De la tête est bien levé, les coudes, les pouces sont pareil orientés dans le plan frontal. Que Et outro maintenant, teste, au niveau de levanta la bem os cotovelos, de palper les cheveux et on demande à la personne d'incliner la tête à e droite. se pede à pessoa para inclinar a cabeça direita. Belle rotation. Mon pouce gauche avance, mon pouce droit recule. On revient à la O position. polegar esquerdo avança e o direito recua. On a une rotation qui est manifeste, Do outro lado, signe une dysfonction. assina uma disfunção. Donc, ces tests vont nous permettre vont être faits avant et après le traitement épidermique et on va voir s'il y a une variation. Esses testes são feitos antes e depois do tratamento epidérmico para observar as variações. Alors, pour sensibiliser le côté épidermique, il est intéressant souvent de fermer les yeux. Para sensibilizar o lado epidérmico, muitas vezes é interessante fechar os olhos. Quand vous fermez les yeux, ça doit vous détendre. Il y a un certain nombre de personnes qui sont plus tendues, ce qui explique aussi que donc il y a une mauvaise balance ortho-parasympathique et donc associée à des troubles du sommeil. Quando a pessoa fecha os olhos, que deveria relaxar e pelo contrário, ela fica mais tensa, quer dizer que existe um distúrbio no balanço ortosimpático, Ortho-parasympathique. ortoparasimpático. Quer dizer, tem um distúrbio do sono, provavelmente. Si on prend un test, bon, comme un test que nous on va appeler sensoriel au niveau des malléoles, mais pour les ostéopathes, on pourrait dire un test fluide ou crânio-sacré, et on va voir qu'à l'occlusion des yeux, il y a une perturbation au niveau du test. Ça nous oriente vers le côté épidermique. Tem esse teste que é feito para nos orientar ou não para um lado epidérmico, que exige uma sensibilidade, que a gente pode comparar nos osteopatos justamente ao crânio sacral, Ok. lado mais fluido. Alors, pour vous faire percevoir les choses, je vais vous demander d'appuyer dans votre main, sans vous faire mal, dans la paume de la main. Eu vou pedir para todos, para poder sacar um pouco, né, a pressão, pegar a mão de vocês, como agora eu estou fazendo, colocar o dedo no meio. Okay. Et puis après, d'être très, très superficiel et de faire une caresse juste dans la paume de la main et au niveau de la partie antérieure du poignet. E agora só acariciar de muito leve aqui a nível da palma da mão e aqui no comecinho, no punho. Donc, première question, qu'est-ce qui est l'information qui est la plus intense et celle qui perdure le plus? Primeira pergunta, qual das duas técnicas, né, só apertar no meio ou dar uma acariciada, é mais intensa e qual permanece na mão? Donc, en règle générale, c'est la caresse La qui est la plus deuxième, intense et a mais certains sont intensa. obligés de l'effacer.
é a carícia que deixa mais tempo. Até às vezes tem que esfregar a mão para poder tirar a sensação, não é? Hein. Donc on voit qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup pour percevoir. Et ça, c'est connu depuis longtemps par les neurologues. En fait, les réflexes spinaux sont plus facilement excités par la stimulation des organes terminaux, donc les petites fibres, que par les axones. Ou seja, já se sabe há um tempo que os reflexos espinais são bem mais facilmente excitados pela estimulação dos órgãos terminais, as fibras pequenas, do que as fibras nervosas. Alors ça a été confirmé par Sherrington et au niveau de la physiologie. Foi confirmado por Sherrington. Alors, une expérience qui va dans le sens de confirmer, on regarde en IRM fonctionnel ce qui se passe au niveau cortical. Uma experiência que permite confirmar e ver a atividade cortical a nível de exames, On va faire des stimulations au niveau des doigts, des mains. com estímulos a nível dos dedos das mãos. On regarde ce qui se passe donc au niveau cortical. On fait soit des stimulations à type de caresse, A gente faz ou carícias, soit avec une brosse à dents, ou usando uma escova de dente, soit avec des vibrateurs. ou vibradores. Pardon, excusez-moi. Donc, c'est la caresse qui a le Et plus on va d'action. voir que c'est la caresse qui a le plus d'action. A carícia tem mais ação. Dá para ver, né? Pela atividade cerebral. Donc, ce qui fait que d'un point de vue pratique, quand vous allez faire vos stimulations épidermiques qui sont très, très subtiles, il doit y avoir une modulation au niveau de la douleur. Então, quando você tem essas práticas terapêuticas sutis, tem que ter uma modulação a nível da dor. OK. Donc, on va faire un point. Et alors, on va trouver une zone qui est limitée en termes de mobilité. Vamos achar uma área limitada em mobilidade, a gente vai fazer um ponto. Et on a des points qui commandent des zones. E tem pontos que comandam áreas. Quand on va stimuler le point, par exemple, là, avec mon index au niveau du trochanter, Quando a gente estimula o ponto, por exemplo, aqui com o meu indicador a nível do trochanter, on doit restaurer le mouvement au niveau épidermique et au niveau des plans profonds également. devemos restaurar o movimento a nível epidérmico e a nível de camadas mais profundas também. Et ces points, ils se comportent de manière un petit peu bizarre parce que sous le doigt, on a l'impression d'un mouvement sphéroïde. E esses pontos se comportam de uma maneira que parece estranha, mas debaixo do teu dedo você tem a impressão, a sensação de um movimento espiralar. OK. Alors, donc on sait que l'activation des fibres C peut inhiber la douleur. Sabemos que a ativação das fibras C podem inibir a dor. Joue également au niveau neurovégétatif sur des réflexes cardiovasculaires. Vraisemblablement, Ter impacto sobre reflexos cardiovasculares também. OK. Vraisemblablement en libérant des opioïdes endogènes. Liberando opioides endogênicos. OK. De la même manière, on va pouvoir moduler, on génère de la douleur et on va l'inhiber avec un petit pinceau. Donc, Da mesma forma, pode modular ou inibir dor com pincelzinho. Chez les gens sains, on va voir qu'on a des résultats significatifs. Em pessoas saudáveis, temos resultados significativos. Et chez des gens qui ont des perturbations au niveau, il leur manque les petits récepteurs, à ce moment-là, ils ont des problèmes sur leurs petites fibres, on n'a pas de résultats significatifs. E as pessoas que têm problemas, que não têm os problemas de pequenas fibras, a gente não tem resultados significativos. Donc, il y a une étude pilote qui a été faite sur les résultats de la PNS il y a quelques années avec l'équipe brésilienne. Tem um estudo piloto que foi feito com resultados com o nosso time brasileiro há alguns anos. Alors, sobre là, si on refait une revue de la littérature assez récente, le toucher agréable et réduction de la douleur, donc ça, c'est quelque chose qui est acté. Maintenant, par où ça passe, il y a pas mal de possibilités. La substance gélatineuse au niveau des lames de Rexed dont on a parlé tout à l'heure, la lame 2.
A gente viu, então, esse estudo sobre toque agradável e redução da dor. Ah, no animal, dois mecanismos possíveis: a conexão inibidor e a substância gelatinosa. Il peut y avoir une libération d'ocytocine, donc ça c'est ce Pode qu'on... haver uma liberação de ocitocina. Et chez l'homme, ça pourrait être une augmentation de l'activité parasympathique. No homem, pode ser um aumento da atividade parasimpática, La stimulation des opioïdes endogènes, estímulo dos opioides endogênicos, ou ça pourrait bloquer le traitement cortical de la douleur. ou poderia bloquear o tratamento cortical da dor. Alors, on va terminer par ça. Terminamos com isso. Quand il y a un stress, il y a une activation de l'amygdale. Quando tem um estresse, existe uma ativação da amígdala. Et en retour, on a le système hormonal, le système nerveux E qui temos vont o sistema hormonal e nervoso reagem. Si on stimule les fibres C, Ao estimular as fibras C, elles vont aller stimuler l'insula, qui va elas faire estimulam a insula, une régulation négative au niveau de l'amygdale que et vai donc fazer uma regulação negativa a nível da amígdala retirer, en fait, va diminuer la douleur et l'anxiété. e irá diminuir a dor e a ansiedade. Donc, un petit peu quand vous avez un enfant qui tombe, il se fait mal, bah, qu'est-ce qu'on commence à faire? On commence à lui faire un gros câlin pour le rassurer, hein, et éventuellement, on fait un bisou magique où on souffle sur la douleur. Et donc, en fait, ce n'est pas juste émotionnel, on le rassure, mais par l'intermédiaire de ces fibres épidermiques. Uma criança, por exemplo, que cai, né? Muitas vezes a gente pega nos braços, conforta e faz aquele beijinho mágico, dá uma sopradinha. Então, não é só emocional. Existe também um contato, né, do tato na região da dor para aliviar. Ok, bah écoutez, je vous remercie de votre écoute. J'espère qu'on aura le plaisir de se voir bientôt au Brésil. Moi, j'y serai au mois de juillet, donc notamment pour le congrès IDOT et également bon, par rapport au cours organisé par Christian dont il vous parlera. Si vous avez quelques questions, je suis à votre disposition. Bom, obrigado a todos, é um prazer. Ele queria dizer que estará em julho no Brasil, né? Que talvez terá o prazer de encontrar alguns de vocês. Ele vai estar para um congresso em julho do IDOT, mas também, desculpa, participando do congresso do IDOT, mas também de outras atividades, né? Acho que o Christian vai falar sobre isso. E ele está preste à répondre à ces perguntas. Il y a juste une question quand tu as dit qu'il y avait un rapport avec les syndromes canalaires. Oui. Qu'est-ce que tu voulais? J'ai peut-être mal traduit parce que syndrome, comme le canal du carpe, canal Oui, c'est ça, carpien. canal carpien, oui, oui, c'est ça. Et- Alors, les nerfs, alors, pardon. Le fait qu'il y ait une compression sur un nerf n'est pas suffisant pour que le nerf génère de la douleur. O fato de existir compressão no nervo não é suficiente para que o nervo produza dor. Ele está respondendo a pergunta sobre a síndrome canalar. Alors, il faut que, pour qu'il y ait de la douleur, il faut que le nerf au préalable il soit étiré, soit enflammé. Para que haja dor, o nervo inicialmente tem que estar ou inflamado ou esticado. Et donc, vous avez vu là que on joue sur le système neuro-immuno, mais donc inflammatoire également, et on est en capacité, dans un certain nombre de cas, de moduler l'inflammation. Então, vocês viram que a gente fala sobre atua no sistema neuroimuno e, em alguns casos, conseguem modificar, né, as sensações de dor e modificar L'inflammation. a inflamação também. Hein, donc, vous savez qu'il y a des inflammations dites neurogènes, Existem inflamações ditas neurogênicas, hein, qui vont après perturber en retour, potentialiser la douleur, et vraisemblablement, on peut jouer là-dessus. que vão potencializar a dor e a gente pode atuar nisso.
Et en plus, en rééquilibrant la posture, en diminuant des contraintes, on peut améliorer, enfin diminuer les compressions qui vont être au niveau neural. Reequilibrando a postura, a gente consegue diminuir, e as forças, a gente consegue diminuir compressões neurais. Je n'ai pas répondu à la question de Canalaire. Quando ele falou síndrome canalar, é, por exemplo, o canal do carpo. É assim que fala, né? Canal do carpo, canal carpiano, né, Cris? Sim. Inclusive, ele tratou minha irmã que tinha dores terríveis do canal do carpe, ela tinha que fazer injeções e depois do tratamento ela não teve mais que operar e nunca mais tomou nenhum remédio. Elle a eu une belle réussite avec ma sœur sur son canal carpien, elle n'a plus jamais eu de douleur. Elle n'a pas dû opérer ni faire Ok, d'infiltration. ok, bel exemple. Oui, donc la prochaine fois, on verra le côté émotionnel qui est très très lié au côté épidermique. A próxima vez a gente vai ver o lado emocional, que está muito ligado ao lado epidérmico. Oui. Donc Christian peut peut-être rappeler quand c'est. O Christian, acho que ele já... Quando que vai ser o próximo? Dia 7 de maio. Aí eu compartilharei com vocês as artes, né? Quem fez a inscrição Le dessa 7 palestra mai. também. Donc, bon, E, excusez-moi, c'était un tout petit peu e long. aproveitando, J'arrive, gostaria também de j'arrive, deixar aqui pardon, o pardon. convite Je para vérifie juste que c'est bien mon agenda. Verificar que está na minha agenda. tá. Pronto. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e convidá-los para participarem, né, do curso Professor Felipe Leneve, do dia 17 a 20 de julho. Antônio, eu queria fazer uma pergunta para o Felipe, se você me Oui. permite a tradução. Com relação ao curso que nós estamos organizando, então o paciente chegou com um processo doloroso agudo, quantas sessões seriam necessárias para essa pessoa ter um alívio dessa dor? Em geral, como é o protocolo de tratamento dele? Quand une personne arrive avec une douleur chronique aiguë, le protocole en Attends, général, chronique ou aigu? agudo ou chronique? Agudo. Ah, aiguë seulement, pardon. Une douleur aiguë. Comment ça se passe au niveau du protocole? Alors, on peut utiliser le même protocole. Alors, qui est très efficace alors vraiment quand on est dans le début de l'aigu. A gente pode usar esse mesmo protocolo que é muito eficaz no começo do agudo. Alors, pour donner un exemple, on a un de nos collègues qui travaille dans un centre d'études et traitement de la douleur et qui est PhD. A gente tem um dos nossos colegas que trabalha no estudo de dor, né, de um centro de estudo de dor. Il est parti en vacances en Crète et son fils sur la plage s'est fait piquer par une vive. C'est un poisson Ah, qui fait très mal. c'est le fils de notre ami, de Fred. Do Fred, o filho dele foi na praia e o filho dele foi picado por um peixe que chama vivo, que é um peixe que dói muito. Il était un peu perdu, il ne savait pas trop quoi faire. Et bon, il a essayé de faire de la PNS là-dessus. Et la douleur s'est limitée. Et en fait, quand il y a une vive, l'inflammation, on la voit qui progresse. Et ça a stoppé l'évolution de l'inflammation. E não só ele, aí, como ele estava meio no lugar afastado, ele resolveu tentar usar a PNS e, grande surpresa, a dor ficou totalmente limitada e a inflamação parou de progredir, porque é o tipo de peixe que ele dá uma inflamação que é bem feia. Alors, Então, teve um resultado impressionante. alors, faut pas penser non plus qu'il y a de l'épidermique chez tous les patients. Uhum. Mais plus il y a de problématiques émotionnelles, plus on va retrouver d'épidermique. A gente também não deve se achar que vamos achar epidérmico em todos os pacientes, mas quanto mais tem emocional, quanto mais tem epidérmico. Et dans les patients chroniques, il y a une comorbidité importante avec l'anxiété et la dépression. Nos pacientes, tem muitas vezes uma comorbidade importante com ansiedade e depressão.
Ok. D'autres questions ou E, commentaires? e, e normalmente, Antônio, esses pacientes com questões emocionais, eles retornam depois de quantos dias para uma nova sessão, uma nova avaliação? Au bout de combien de temps tu leur demandes de revenir après une première fois, ce genre de patients qui ont des... Alors, plus il y a d'émotionnels, plus il faut les revoir, je dirais, de manière relativement fréquente. Mais un mois entre deux consultations, c'est bien. mês entre dois consultas. E pessoas que têm muito emocional envolvido, é bom rever algumas vezes, né, para ir Par exemple, tratando. je partage les recommandations de la Société internationale de psychiatrie, c'est de dire que quand il y a un patient, pardon, notamment qui est dépressif, il faut le voir au moins 3 fois, un mois d'intervalle. As recomendações de quando você trata alguém que sofre de depressão, por exemplo, pela psiquiatria em geral, é Non, rever non, pelo non, non, menos três. la dépression tout court. Que la dépression, Oui, quoi, pas la psychiatrie en général, quoi. non, mais c'est recommandé par le truc de psychiatrie, t'as Ah, dit. d'accord, oui, d'accord, parce qu'en général, A recomendação do Centro de Psiquiatria é de ver pelo menos 3 vezes em 3 meses, 3 fois en 3 mois, c'est ça? non, une fois par mois pendant 3 mois. Ah oui, donc ça fait Si, trois si tu fois veux, ça veut dire sur peut-être les la trois même mois. chose. Ouais, uma vez por mês em 3 meses, dá 3 vezes. D'accord, ok, ouais. Mm. Donc voilà, donc les patients dépressifs, il faut Et les s'accompagner. inciter à revenir plus rapidement. Les autres, c'est moins important. É mais importante que os pacientes depressivos voltem pelo menos umas 2, 3 vezes. D'autres. Obrigado, obrigado pela resposta. Não sei se alguém mais tem mais alguma questão. Bom, creio que não. Então, agradecer ao Bom, professor Felipe, né, pela palestra. merci pour tout. Foi uma aula excelente Merci e à até, vous. e até a próxima apresentação. Il te remercie, tout le monde te remercie sur le chat et à la prochaine. See you. A gente consegue ficar um pouco, Cris, com ele?